Donc, beaucoup ici, je pense presque tout le monde connaît Jacqueline Cerchiglini-Toulet, qui est le phare de nos études, de l'autre côté de la rue Saint-Jacques. Donc, Jacqueline Cerchiglini-Toulet est professeure à l'université de Paris-Sorbonne, Paris 4. Elle a été auparavant longtemps professeure à l'université de Genève, qui est vraiment, dont le département de français est toujours particulièrement brillant, et particulièrement exigeant, comme chacun le sait. Et donc, c'est une spécialiste, enfin, elle sait tout, mais c'est une spécialiste de la poésie des 2 derniers siècles du Moyen-Âge, essentiellement, et elle a des qualités exceptionnelles, et en particulier 2. Et 2 dont, quand on les désigne, sont comme en harmonie avec ses travaux. La subtilité, d'une part, et d'autre part, l'attention au texte et, si je puis dire, au geste de l'écrivain. Un de ses livres, d'ailleurs tiré de sa grande thèse, s'intitule Guillaume de Machaut et l'écriture au XIVe siècle, un engin si subtil, une intelligence si subtile, si déliée. Et vous voyez, dans ce titre de son premier grand œuvre, le grand ouvrage à l'époque des grandes thèses, ce travail sur lequel on travaillait si longtemps et qui à la fois modelait la personnalité intellectuelle de celui qui le faisait et en même temps donnait des indications très profondes sur son caractère et sur son orientation intellectuelle. Eh bien, il y a l'écriture, il y a d'abord son époque de prédilection, le XIVe siècle, l'écriture, et cette formulation, empruntée à son auteur, un engin si subtil, et une subtilité qu'elle sait reconnaître et déceler avec générosité chez les auteurs qu'elle étudie, et une subtilité qui est la sienne de façon presque vertigineuse. Lorsque on voit ce qu'elle arrive à tirer des textes, la délicatesse, la pénétration, cette sorte de scalpel, d'aiguille qui va si loin sans douleur, tellement elle est fine, c'est extraordinaire. Et un autre de ces livres pour lequel j'ai une tendresse particulière, La couleur de la mélancolie, la fréquentation des livres au XIVe siècle, nous amène aussi au XIVe siècle dans les livres, et avec ce titre magnifique, La couleur de la mélancolie, qui est en lui-même d'une extrême subtilité, sentiment et couleur impalpables, mais en même temps humeur qui envahit la littérature et qui, là encore, modèle une forme de la poésie de l'époque. Ce livre, d'ailleurs, vient d'être traduit en coréen, et ce ne sont pas toutes les productions touchant la littérature française du Moyen-Âge qui sont traduites en coréen. Alors, qu'on se dise donc... nous avons l'honneur et l'avantage de boire aujourd'hui les paroles d'un auteur traduit en coréen. Et donc, je lui laisse la parole. Merci Michel. J'habiterai mon nom. L'anecdote est célèbre. C'est la phrase qu'Alexis Léger, alias Saint-Jean-Perse, aurait inscrite sur l'affiche de l'Immigration Service américain en juillet 1940, alors qu'il débarquait à New York. On lit dans Exil, qui parut en 1942, cette notation « J'habiterai mon nom » fut ta réponse au questionnaire du port. Saint-Jean-Perse est un pseudonyme. C'est le nom auquel aboutit Alexis Léger après des essais divers. Christine de Pisan n'est ni un pseudonyme, ni un surnom, comme peut sembler l'être par exemple le nom de Rudebeuf,
Christine de Pisan a reçu son nom du baptême, Christine, et de la filiation. Son père s'appelle Thomas de Pisan, Pisan désignant un lieu d'origine, un terroir, le lieu des terres du père, Pizzano, près de Bologne. Du nom donné, comment fait-on un nom propre au sens fort, c'est-à-dire comment se l'approprie-t-on? C'est cette question que je pose à Christine à travers l'image de Saint John Perse. Comment Christine de Pisan a-t-elle fait de son nom sa maison, sa définition et son destin? Nomen omen, selon le jeu fameux. Christine de Pisan n'est pas un nom caché. Christine n'a pas l'humilité des moines qui, par abaissement volontaire, dissimulent leur nom face à la grandeur de Dieu. Le Châtel Périlleux, par exemple, s'ouvre sur ces vers. Frère Robert fait parler le livre. Château Périlleux suis appelé d'un maître de l'ordre chartreuse, de plusieurs livres compilés et fait pour une Dieu épouse, le nom de l'acteur soit scellé. Dans le pèlerinage de vie humaine, au pèlerin qui s'interroge sur son identité, raison répond « Dieu est ton Père, et tu son Fils, ne cuide pas que sois fils à Thomas de Digulville, donc au Père de Chair. » Christine n'a pas la modestie du moine, elle n'a pas plus la modestie du pauvre, tel Jean de la Motte qui, à l'avant-dernière laisse de son Parfait du Pan, donc le livre qui achève, qui mène à la perfection les vœux du Pan, donc Jean de la Motte qui déclare « Si pauvreté n'était, dedans me nommerait ». Mais qui signe malgré tout, on est à l'avant-dernière strophe, qui signe malgré tout, mais en acrostiche à la dernière strophe. Christine de Pisan signe. Elle signe beaucoup de son seul nom de baptême, Christine, ou de son nom complet. Un genre qu'elle emploie requiert tout particulièrement la signature, l'épître. Christine signe doublement le prologue de son épître Othéa, qui date de 1400. Elle renvoie tout d'abord à son père et au nom du père, d'humble vouloir, moué, pauvre créature, femme ignorante de petite stature, fille, jadis, philosophe et docteur, maître Thomas de Pisan, autrement de Boulogne, fut dit et surnommé. Puis elle assume son nom de baptême, moi, nommée Christine, femme indigne de sens acquis, pour si faite œuvre en prendre, pour commencer une telle œuvre. Elle signe les épîtres du débat sur le roman de la Rose. La première épître à la reine de France, la toute votre très humble créature Christine de Pisan, épître qu'elle date, écrit la veille de la Chandeleur l'an 1401. L'épître à Messire Guillaume de Tignonville, prévôt de Paris, où elle donne son nom dans l'adresse, de par moi, Christine, faible d'entendement, est la moindre des femmes désireuses vie honnête. Et ainsi pour toutes les lettres, de par moi, Christine de Pisan, femme ignorant d'entendement et de sentiment léger, ou à la fin de sa réponse à Gantier-Cole, la tienne, Christine de Pisan. Christine, de même, date et signe son épître à la reine, donc de 1405, écrit le 5e jour d'octobre, l'an de grâce 1405, votre très humble, obéissante créature, Christine de Pisan. Elle date et signe son épître à Eustache Morel, Eustache Morel, c'est l'autre nom d'Eustache Deschamps, épître en vers, écrit Solette en Métude le 10e jour par étude de février l'an 1403 en délibéré sens. Christine de Pisan, ancelle de science, donc ancelle servante, que 16 ans, c'est l'occupation d'un vaillant,
ta disciple et ta bienveillant. Eugène Deschamps lui répond dans une ballade où il l'appelle Christine, muse éloquente entre les 9 Christines, et où il évoque son père, à l'étude est, où tu ensuis la ligne du bon maître Thomas que je connuis, de Boulogne, Pisin, Record en suit. Elle signe enfin son épître de la prison de la vie humaine, adressée à Marie de Berry, fille de Jean de Berry, donc, qui date des années 1414-1418, écrit à Paris par moi, Christine de Pisan, ton humble et obéissant. Une épître présente un cas différent, c'est l'épître au Dieu d'amour, puisque cette épître est énoncée par Cupidon. C'est donc lui qui signe. Cupidon, le dieu d'amour, qui amants font leur clamour. Mais Christine intervient ensuite d'un mot, Craintis. Craintis, anagramme de Christine. Signature codée, mais facilement déchiffrable, puisque l'on connaît le nom par ailleurs, c'est toujours le problème des anagrammes, si on connaît la solution, c'est facile. Je reviendrai dans un instant sur les valeurs de ce type d'inscription du nom. Christine non seulement signe, mais elle affiche son nom, le mettant au titre de certaines de ses œuvres. On est assuré, dans son cas, que ce geste est volontaire, alors que la question se pose pour Rudebeuf, je cite souvent Rudebeuf en hommage à Michel Zinc, où des titres comme Mariage Rudebeuf, par exemple, peuvent relever du scribe. Christine surveille la copie de ses manuscrits, voire dans certains cas les copies elles-mêmes. Elle assume ainsi sa figure d'enseignante dans un livre qui date de la même époque, 1400-1401, que l'Épître aux Théas, qui est aussi un ouvrage pédagogique, les enseignements, et voici le titre, les enseignements que je, Christine, donne à Jehan de Castel, mon fils. Se souvient-elle du titre de l'œuvre de Saint-Louis, qu'elle admire, les enseignements de Saint-Louis à son fils? La posture qu'elle revêt, en tout cas, est celle d'une figure en majesté. Une autre de ses œuvres porte son nom au titre « La vision Christine ». Elle retrace, dans une perspective autobiographique, sa naissance et ses tribulations comme exemplaires des tribulations de l'histoire et du monde. Et une œuvre, en fin de 1410, est intitulée, dans l'unique manuscrit qui la contient, la Lamentation Christine, même si les commentateurs ont l'habitude de la désigner sous le terme plus explicite de la Lamentation sur les maux de la France. Le titre joue donc bien le rôle qui lui est dévolu par l'étymologie fantasmée. Il supporte l'œuvre tel un titan, titre titan. L'œuvre est un monument au fronton de laquelle s'inscrit le nom de Christine. Christine, enfin, se fait appeler Christine par ses personnages, les allégories qu'elle met en scène. Le procédé a été exploré auparavant par Guillaume de Machaut dans son jugement du roi de Navarre. Christine de Pisan, elle aussi, théâtralise son nom. Si ce dernier n'est pas toujours prononcé, l'acte de nomination par une puissance supérieure est toujours souligné. La déesse Loyauté, qui apparaît à Christine dans le dit de la Rose, s'adresse à elle. La voix m'appela par mon nom, si me dit l'or, ami tiers. Philosophie fait de même à l'ouverture de la troisième partie du livre de la vision Christine. Mais aussi, comme si haut que loin de moi fût, je l'auais, laquelle me appela par mon nom, disant « Mon ancelle très loyale, lève-su, lève-toi ». La culmination se produit quand le nom même est prononcé par l'allégorie qui délègue son autorité à Christine en lui confiant une mission. Ainsi, à la fin du chemin de longue étude, il en va ainsi de raison. Après me dit, donc c'est raison qui parle, Christine, chère amie,
que science à tiers, tu rapporteras nos débats. Alors, je vais suivre un tout petit peu ce procédé dans le livre de la Cité des Dames. Le nom de Christine y apparaît d'abord dans les rubriques, donc du type « Si Christine, comment trois dames lui apparurent » dès donc, le deuxième chapitre de la première partie. Mais dans ces deux premières parties, les deux dames, raison et droiture, s'adressent à Christine en termes de parenté, par le mot « fille », qualifié d'un adjectif affectif, chère fille, fille chère, belle fille, et ainsi de suite. Ce n'est que dans la troisième partie que Justice, dans le dialogue, appelle Christine par son nom de baptême. Christine a droué vouer dire, bien me semble que. Et cette façon particulière qu'a Justice de s'adresser à Christine par son nom a été en fait annoncée dès la présentation de Justice au 6e chapitre du premier livre. Chaque livre est sous l'intitulé d'une vertu. Donc, dès le 6e chapitre du premier livre, qui est sous la gouverne de raison, Justice intervient. Après parla la tierce dame qui dit ainsi « Christine, amie, je suis Justice, la très singulière fille de Dieu. » Alors, une critique américaine, Maureen Quilligan, dans un livre important, The Allegory of Female Authority, Christine de Pisan, Cité des Dames, a mis en rapport cette nomination personnelle par la troisième dame avec le jeu fondamental que joue Dante sur le nom et le nombre dans la Divine Comédie, sur le 3 et le 9. Et c'est vrai que Christine est une lectrice extrêmement attentive de Dante. On sait de plus que le nom de Dante est prononcé par Béatrice, donc donné, selon l'étymologie du nom Dante, par la femme aimée au 30e livre du Purgatoire. Dante, si Virgile s'en va, ne pleure pas encore, ne pleure pas encore. Le nom que Dante avait refusé jusque-là à ses interlocuteurs est prononcé de manière retardée. C'est le procédé qu'utilise Chrétien III pour révéler les noms de Lancelot ou de Perceval. Je crois, avec Maureen Quilligan, que Christine de Pisan, donc, qui connaît admirablement Dante, reprend cet enjeu numérologique et cet effet. Le troisième livre de la Cité des Dames, en effet, est consacré au peuplement de la cité et se construit du nom et des histoires des saintes. Le nom de Sainte Christine, la marraine de Christine de Pisan, y résonne tout particulièrement. Christine de Pisan souligne explicitement la longueur du chapitre qu'elle lui consacre. Si voir que je m'esjouis de avouer cause, de annexer et mettre ta sainte légende en mes écritures, laquelle, pour ta révérence, est recordée assez au long. Le livre 3 de la Cité des Dames bruit du nom de Christine, matière de poésie. Comment est constituée la signature longue de Christine de Pisan, donc non pas Christine, mais Christine de Pisan? On a bien analysé la structure des signatures chez les historiens et les chroniqueurs du Moyen-Âge, tant latin que français. Christiane Marchellonizia en proposait en mai 1982, dans un colloque réuni par Daniel Poirion, une analyse de type linguistique. En historien, Bernard Guenet poursuivait l'enquête en 2005 dans une communication à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. La formule est « je » ou « moi », le nom, la fonction, suivie souvent d'une formule d'humilité. Cela donne par exemple chez Jean de Courcy, auteur de cette chronique qu'il intitule de son nom La Bouquechardière, il est seigneur de Bouc-Achard. Je prends son nom parce que Sylvie Lefebvre a cité cet exemple il y a 2 semaines. Donc Jean de Courcy se désigne, moi, Jehan de Courcy, chevalier normand, plein de jours et vidé de jeunesse. Ou, autre exemple, Gilles Limuisy,
dans ses rimes sur la vie des évêques de Tournai, joue, Gilles, abbé à présent, dit Limusie. Chez Christine de Pisan, on rencontre les formules suivantes. Je fais un petit échantillon. Moi, nommée Christine, femme indigne pour si faite œuvre en prendre. Prologue de l'Épître aux Théas. Moi, Christine de Pisan, femme sous les ténèbres d'ignorance. Début du livre des faits et bonnes mœurs du sage roi Charles V. Je, Christine, votre humble servante, dédicace du livre des Trois Vertus à Marguerite de Guyenne, la femme du dauphin Louis, fils de Charles VI. On est loin des nominations à la troisième personne, s'il qui fit, du roman du XIIe siècle. On est loin même d'une désignation en je que l'on rencontre dans une des chansons de toile anonymes éditées par Michel Zinc, Oriolan en haut solier, et je, qui cette chanson fit, ici pas de nom, est une référence seule à l'acte de composer. Ce qui frappe dans les nominations de Christine est que la fonction est remplacée par le mot femme, et que ce mot femme fonctionne comme la définition d'un statut. Christine de Pisan est femme, voilà son irréductible étrangeté, et de ce lieu, elle invente de nouvelles forces et de nouvelles armes. Christine de Pisan ne cache pas son nom. Or, pourtant, elle utilise l'anagramme. Les raisons en sont d'ordre divers. Pratique, j'ai déjà cité l'exemple, signer une lettre dont elle n'est pas l'énonciatrice, comme dans le cas de l'épître au Dieu d'amour. Marquer son œuvre par son nom caché à des endroits stratégiques. Mais surtout, elle recourt à l'anagramme pour des raisons symboliques, faire parler son nom Christine, en faire un programme. On comprend alors pourquoi elle n'utilise pas l'acrostiche, ce qu'on appelle aussi un engin, l'acrostiche qui ne permet pas, c'est l'écriture verticale, de développement syntagmatique, ce qui n'est pas le cas de l'anagramme. Le nom Christine, qui est toujours graphié sans H par l'auteur, c'est la graphie italienne, donc Christine ou Christine, c'est R-I-S-T-I-N-E, est réécrit tout d'abord dans la formule en écrit, formule qui figure dans le refrain de la ballade 100 du premier recueil. En écrit, y est mis mon nom. Christine signale explicitement qu'elle révèle son nom, nommé Mitsui proprement, et ce nom la désigne comme écrivain à jamais. Christine en écrit. Son destin est inscrit dans ses lettres. La deuxième anagramme que propose Christine est ce mot craintis, signature de l'épître au Dieu d'amour, et dernier mot du dit de Poissy. Christine signe ce dit par l'anagramme final, et là encore l'annonce, et en la fin du dernier vers, de cœur loyal et femme nommerait, et elle prie pour les vrais amants que vrai amour tient sujet et craintis. Craintis, dernier mot du dit. La ligne autobiographique de ce dit, une visite de Christine à sa fille, religieuse au couvent de Poissy, est claire. Pourquoi alors apposer cette griffe ? Ce que je veux dire, c'est qu'on sait que c'est Christine de Pisan, mais pourquoi craintis, dernier mot ? Elle se peint sans doute par ce mot de manière indirecte, comme humble, elle qui vient de confier le jugement du débat qu'elle a enregistré, ce type de débat qui est le plus malheureux d'un homme ou d'une femme dans telle et telle circonstance. Elle a donc confié le jugement du débat à un grand seigneur, mais un grand seigneur dont elle ne donne pas le nom, sans doute Jean de Verchin, sénéchal de Hainaut. Le nom du dédicataire n'étant pas prononcé, s'il leur dit lors et vous nommez par nom, dit-elle au dédicataire, mais elle ne dit pas quel nom, elle ne prononce donc pas le sien, ou elle ne le prononce que de manière détournée. Équilibre complexe de voilement et de dévoilement, de respect et de retrait. Dans le débat de deux amants, une anagramme enclôt le nom de Christine
mais ça vous vous y attendez depuis le début, dans le mot chrétienté. Guitrin de Troyes avait joué un jeu analogue avec son nom en indiquant avec orgueil dans le prologue d'Érec et Énide que son histoire durerait autant que chrétienté. Je cite Chrétien, « Dès heures commencerait l'histoire que toujours meilleur en mémoire, tant comme dura chrétienté, de ce c'est chrétien vanté. » Chrétienté, Christine signe avec ce mot le débat de deux amants, mais de trouver s'aucun au définir à volonté quel est mon nom, sans y quérir planté, si le cherche, trouver le peut hanté en tous les yeux, hanté, greffé, en tous les lieux où est chrétienté. Dans le livre des Trois Jugements, elle joue sur la rime, appelée par son nom et par la mention du Christ, mais au dernier vers, on a toujours ce souci de souligner là où elle va proposer le jeu, mais au dernier vers, veuille dire et retraire quel est mon nom, qui le voudra hors traire comme il défine, et en la fin, de pensée enterine qui vous autrui jouer parfaite et fine, prie Jésus-Christ qui ne faut ne fine. Christine, Jésus-Christ qui ne faut qui ne fine. Donc disséminer le nom de Christine au dernier vers. Le vocabulaire proposé pour la résolution de ces claires énigmes désigne un travail qui est celui de l'écrivain ou du lecteur, hanté, c'est-à-dire greffé, traire, et avec l'énigme que propose Christine de Pisan à la fin de ses jeux à vendre, entrelacés. Le 70e jeu à vendre s'énonce de cette manière. Vous savez ce que sont ces petits poèmes de jeux à vendre. Il y a un premier vers qui lance, souvent à partir d'un objet, une rime et une réponse qui développe l'image proposée ou l'objet proposé dans le premier vers. Donc, premier vers, je vous vends l'écrinet, le petit écrin, je vous vends l'écrinet tout plein, développement, mon nom y trouverez à plein, et de cils conque plus amet, par qui j'ai souffert maint esmé, si vous y querrez proprement, or regardez mon si je mens. Le mot écrinet, je vous vends l'écrinet tout plein, le mot écrinet donne enlacé les noms de Christine et de son mari Étienne. L'objet lui-même, le petit écrin, désigne un contenant, un petit coffre qui recueille les noms et les offre à la mémoire à la manière d'un reliquaire. J'ai vu quelqu'un qui plissait des yeux pour écrinet. On a la possibilité, quand on développe les anagrammes, de redoubler une lettre. Donc, si vous manque des lettres en conjuguant Christine et Étienne, pensez à cette façon qu'on a de construire une anagramme au Moyen-Âge. Mais la cryptographie est parfois plus complexe. Ainsi, de la fin du dit de la rose, s'aucun en veut le non-savoir, je lui en dirai tout le voir, je lui en dirai tout le voir, qui un tout seul cri crierait, et la fin doute y mettrait, ce il disait avec une hymne, il saurait le nom belle et digne. J'avoue que j'ai pendant longtemps calé sur le mot « in ». Je me disais, est-ce qu'elle fait comme Victor Hugo, Géry Madet? Est-ce que c'est simplement... Et non, en fait, c'est plus subtil. Alors, j'explique cet anagramme. Christine cache des éléments à utiliser grammaticalement, donc des syllabes et les lettres, sous le couvert du sens des mots et des phrases dans lesquels ils entrent. Pour trouver l'anagramme, la fin d'août n'est pas à entendre sémantiquement comme un moment de l'année, mais comme la fin du mot août. Donc, il faut retenir de fin d'août les lettres S et T et les accrocher à cri. Cri, bon. Et il nous reste ce in, le mot in, qui semble à première vue livré sans cryptage, la syllabe in, et en fait, mais j'ai mis du temps, c'est le mot hymne
que nous écrivons H-Y-M-N-E, qui se dissimule sous cette graphie YNE, la graphie qu'emploie Christine, et qui est en fait une graphie plus troublante pour un lecteur moderne que pour un lecteur ancien. Le mot hymne écrit de cette manière, donc sans qu'on entende hymne comme on le fait en prononçant ce qu'on voit en français moderne, est une graphie que j'ai, après l'avoir cherchée, donc rencontrée relativement souvent, et Christine a pu la lire en particulier, a pu lire cette forme dans l'Ovide moralisé, dans l'exemple d'Iphis, qu'elle utilise dans la mutation de fortune, dans la transformation de ce jeune homme en jeune fille, ou plutôt de cette jeune fille en jeune homme. Elle y chante, commençait l'hymne. Elle écrit même dans l'Ovide moralisé I-E-N-E. Qu'est-ce que fait Christine avec cet anagramme? Elle présente l'énoncé comme si c'était une prophétie. Elle donne à son énoncé volontairement la forme d'une prophétie, qui est un genre goûté à l'époque. Elle en reproduit l'obscurité, une obscurité ici feinte, et elle élève, le procédé élève par là Christine au rang de prophétesse. Que révèlent ces jeux? La volonté, chez Christine, comme chez beaucoup d'écrivains de son époque, de mettre en scène, à travers leur nom, une persona. Gerson, par exemple, ayant recours à l'hébreu, lit dans son nom de baptême Jean, la grâce, et dans son cognomen Gerson, emprunté à son village natal, l'étranger, le pèlerin. Christine expose les tensions qui l'animent, tensions entre humilité et orgueil, l'humilité de la femme, la craintive, et l'orgueil de l'écrivain, en écrit, tension justifiée par la greffe du nom de Christine sur celui du Christ, modèle d'humilité et de puissance, fils de Dieu. Le nom est pensé comme un blason, comme des armes parlantes. À la fin du XVe siècle, un auteur comme Jean Molinet poussera même le jeu jusqu'à l'adjonction d'un dessin dans sa signature, en l'occurrence pour Molinet, un moulin. Comme dans ses autres œuvres, Christine affiche son nom dans la mutation de fortune. Or, vous direz quel est mon nom, et elle affiche, comme toujours, le moyen de le trouver. Le nom du plus parfait homme qui onque fut, le mien nomme. Le nom du plus parfait homme qui onque fut, le mien nomme, le Christ. In, faut avec maître, plus ni affaire, autre lettre. Il faut y rajouter in, et il n'y a pas besoin d'aucune autre lettre. La technique de déchiffrement est donc donnée comme un programme littéraire. Divers moyens, je l'ai déjà dit, sont à l'œuvre. L'extraction, tirer Christine de chrétienté, l'ajout, ajout d'un suffixe, in, qui paradoxalement allonge morphologiquement, Christine est plus long que Christ, dans le moment même où il diminue sémantiquement. Christine est moins que le Christ. Et puis, autre procédé, la composition, conjoindre le nom de Christine et d'Étienne dans ce mot écrinet. La recomposition, enfin, qui, avant de conjoindre, isole des mots racines, ces mots racines qui sont le cri, le Christ et l'hymne. Ces radicaux disent la coloration de l'œuvre entre la plainte ou la colère d'une part, que résument le cri et l'hymne, et l'action de grâce de l'autre, union qui est scellée par le sceau d'autorité que confère le nom du Christ. Ces particules élémentaires, cri, Christ graphié très souvent dans la signature de Christine par la lettre grecque qui, la forme de X, employé, le in étant employé aussi comme rime. Donc toutes ces particules élémentaires sont dispersées par Christine dans son œuvre. En quelque sorte, elles essaiment. C'est le cas pour le cri dans la signature de la lamentation Christine, et à moi, pauvre voix, criant en ce royaume, désireuse de paix et du bien de vous tous, votre servante,
votre servante Christine, mue en tresse juste entente, doit vouer la journée. Donc, crie Christine, la voix criant dans le désert. On a un réseau sémantique et phonétique et poétique extrêmement fort à partir de ces mots éléments, de ces mots racines. Christine de Pisan aime explorer la langue, elle aime explorer les possibilités de la langue et elle opère généralement de manière systématique. On peut le voir par ses recherches sur les mètres, rondeaux d'une syllabe par exemple, sur les rimes léonines. Je me suis donc demandé si Christine avait tenté la signature par les chiffres en lecture inverse, en quelque sorte, de celle qu'on trouve fréquemment, en particulier dans les ouvrages historiques et prophétiques, des chronogrammes. C'est peut-être le cas à l'ouverture du Dittier de Jeanne d'Arc, donc la dernière œuvre de Christine quand elle reprend la plume pour célébrer la victoire de Jeanne d'Arc. On lit, donc début du Dittier, « Je, Christine, qui ai pleuré 11 ans en abbaye close ». La mention 11 est bien sûr en chiffres romains. Si l'on prononce la mention en chiffres romains, en donnant aux chiffres leur valeur de lettres, on entend 10 Christ, un Christi, en Christian, chrétien. Ce serait une manière de rappeler le lien que Christine a noué avec le Christ et avec la chrétienté. Mais par ailleurs, la mention 11 ne présente aucune incongruité d'un point de vue réaliste avec l'entrée de Christine à l'abbaye de Poissy. Le Dittier est daté de 1429. Christine serait rentrée auparavant, donc dans ce couvent 11 ans auparavant, c'est-à-dire en 1418, donc au milieu des troubles violents de la guerre civile. Les deux lectures, en chiffres ou en lettres, ne s'annulent pas, mais se renforcent. Et peut-être la lecture en lettres est-elle trop subtil, je n'en sais rien. Le rapport entre Christine et le Christ passe enfin par la sainte tutélaire de cette dernière qu'elle met en scène, nous l'avons vu, dans le livre de la Cité des Dames. Lorsque la jeune fille, inspirée de la foi de Jésus-Christ et martyrisée par son propre père, demande à être baptisée, c'est le Christ lui-même qui descend du ciel et lui donne son nom. Elle la baptisa et nomma de son nom Christine. Christine doit son nom de baptême à la sainte, sa marraine, elle est nommée par son nom. Comme elle se situe dans un rapport personnel à l'homme-dieu. Sa vie suit le modèle christique. Ses tribulations sont celles du Christ. Philosophie lui rappelle dans la vision qu'elle boit le calice de Jésus. L'ambiguïté sexuelle du Christ, masculin, féminin, fils et mère au lait abondant, si on suit les analyses de Caroline Bynum, Jesus as Mother. Donc cette ambiguïté sexuelle du Christ trouve un écho chez Christine, qui est rendue socialement semblable à un homme dans ses responsabilités par son veuvage et qui dit être muet par fortune en homme naturel parfait. Donc la symétrie est exemplaire du plus parfait homme qui on que fut, le Christ, et l'homme naturel parfait qu'elle est devenue dans son récit La mutation de fortune. Deux lettres hérissées, hirsutes, selon la terminologie de Dante, distingue la signature de Christine, le qui grec, le X, qui abrège le plus souvent le mot Christ, et le Z du nom de sa famille, Pisan, Pisano. L'abréviation, qui pour Christ, l'abréviation est développée dans le premier cas par les éditeurs. Donc, quand vous lisez un texte édité, vous ne voyez plus que très souvent la signature a ce signe, en quelque sorte, ce dessin. Et dans le cas de Pisan, la lettre étrange, le Z, a été rabotée par la tradition qui, à partir du XVIe siècle, écrit Pisan, P-I-S-A-N, rattachant à tort Christine de Pisan
à Pise. Donc il y a une sorte de gommage. On rend Christine de Pisan lisse. Le nom de Christine de Pisan, quand on le lit dans les manuscrits, est beaucoup moins lisse que ça. Il y a une sorte de présence frappante. XZ ou qui Z, étrangeté dans le nom, étrangeté d'une femme écrivain. Le nom est matière énigmatique de poésie. Christine a eu recours enfin à d'autres manières de signer, la devise en particulier. Il s'agit de formules qu'elle a suffisamment mises en place, construites, pour qu'elles puissent fonctionner comme déclic d'identité. C'est le cas de l'indicatif solette, à dimension biographique, qui devient un refrain, ce que Gilles Deleuze aurait appelé une ritournelle. Se produit alors une tension entre la devise particularisante, qui individualise, qui féminise, et le nom généralisant, qui place l'individu sous l'enseigne du Christ. Un autre moyen de se nommer, pour Christine, est l'affirmation par négation. La figure est apparemment de modestie, mais elle enrôle malgré tout Christine sous la bannière des personnages dont elle prétend ne pas être digne. Christine reçoit dans la Cité des Dames l'ordre de raison de bâtir une cité nouvelle. Elle répond « Je ne suis mis saint Thomas l'apôtre, qui, au roi d'Inde, par grâce divine, fit au ciel un riche palais. » Dans la vision Christine, il lui survient une merveilleuse advision. Elle précise « Tout ne soit mis, bien que je ne sois pas, tout ne soit mis, Nabuchodonosor, Scipion, ne Joseph, ne sont point veués, ne sont point interdits, les secrets du Très-Haut au bien simple. » Et voici Christine au rang des rois, des apôtres et des prophètes. Dante, lui aussi, déclarait au deuxième chant de l'enfer « Mais moi, pourquoi venir? Qui le permet? Je ne suis ni Aîné, ni Paul, ni moi, ni aucun autre ne m'en croit digne. » Qui le permet? L'œuvre. Son œuvre a donné à Christine son nom superlatif, son renom. C'est le sens intensif du préfixe « re » dans les composés nominaux. Christine le dit dans la vision, comme Ja m'eusse donné nom, mais dit volume. Christine n'est plus alors simplement ou seulement une femme, elle est un écrivain, elle est un chrétien. Et je mets chrétien volontairement au masculin. La Sibylle peut lui prédire que ton nom sera reluisant après toi par longue mémoire, comme elle le fait dans le chemin de longue étude. Nomen numen, le nom est cette mémoire, la mémoire de qui a, nous, acquiescé à son nom. Mon nom, dans le miroir, de gauche à droite, de droite à gauche, le palindrome est parfait. Mon nom et ma maison, peut dire Christine de Pisan, parce qu'elle est femme, parce qu'elle est étrangère, elle a conquis son nom dans l'exil. Je vous remercie. Bon, vous voyez que je ne mentais pas, et je devrais en vouloir à Jacqueline Cerqueglier-Toulet de cet exposé admirable, parce que, que me reste-t-il à dire à propos de Christine de Pisan? Elle a évoqué tous les cas possibles d'utilisation du nom et leur utilisation, de sorte que ce que je traîne laborieusement, ce que je traînerai laborieusement de poète en poète, de situation en situation, eh bien, tout est rassemblé ici. Nous nous connaissons, Jacqueline Cerqueglier-Toulet et moi, depuis très longtemps, et si longtemps que j'ose pas le dire. Et si longtemps qu'au début des années 70, une de nos grandes distractions était de chanter en chœur les chansons de Bobby Lapointe. Donc vous voyez la continuité dans l'inspiration, dans le travail de Jacqueline Cerqueglier-Toulet. C'est toujours le jeu sur les mots, d'autant plus que Christine de Pisan
Ainsi chantait un Italien pisan contre les murs d'un palais de Florence, chante Bobby Lapointe. Nous nous y retrouvons. Car ce palais abritait justement la fleur d'amour qui le mettait en transe, napolitaine, aux yeux de firmament. Maman m'a dit que c'était plutôt rare, même si c'est rare, j'aime mieux les yeux rares de Lydia que le cul rare de Lucrèce Borgia. Enfin bon. On a tous les noms. Voilà, on a tous les noms. Et vous voyez, il y a un cas où même la sage Christine approche de ce genre de choses. J'ai été très impressionné par la fin d'où, enfin écrit Aust. Hein, la fin d'où, c'est ST, et c'est typiquement une définition de mot croisé qui est devenue banale, n'est-ce pas, mais c'est un procédé de mots croisés, de jouer d'une littéralité à laquelle on ne pense pas. Mais évidemment, au centre de l'exposé, il y a l'utilisation du nom comme programme et la mise en scène à travers son nom d'une persona, comme l'a très bien dit Jacqueline Cerchini-Toulet. Et dans le cas de Christine, cette tension entre l'humilité et l'orgueil de l'écrivain qui était démontré, mais de façon extraordinaire. Ça crève les yeux, mais encore il faut le voir, n'est-ce pas ? Et je n'avais pas vu. Alors il y a plusieurs points sur lesquels j'aimerais revenir, mais d'abord, et naturellement, je donne la parole à ceux qui souhaitent l'apprendre. La demander, puis l'apprendre.